Donc c'est parti sur comment éviter les impayés en immobilier. Donc on va partir du bien, donc de ce qu'il faut faire pour au niveau du bien pour on s'évite d'avoir des locataires de mauvaise qualité. Ensuite on va partir de soi, donc de vous le bailleur, le futur bailleur. Puis ensuite l'autre, donc le locataire, donc essayer d'analyser au mieux le comportement de la personne qui va souhaiter louer notre logement. Et en prenant ces 3 points et en essayant de faire notre max pour chacun de ces points, on va s'assurer d'éviter totalement les impayés en immobilier. Puis enfin, je conclurai sur la partie juridique, c'est-à-dire, on va dire, c'est un peu la partie chiante de ce cours, mais c'est plutôt parler de qu'est-ce qui existe en termes de garantie, qu'est-ce qu'il faut, quels sont les papiers auxquels il faut faire attention. Et puis, je vous parlerai aussi un tout petit peu de quand survient le problème, la manière dont il faut réagir, plutôt que de directement être dans un mode agressif et très procédurier. Puis voilà, on conclura de manière très simple. Donc pour commencer, le bien. Moi, ce que je vous propose, c'est 4 points. Donc, le premier point, c'est d'avoir un logement qui est bien rénové. Donc, on parle bien sûr des sols, des murs, des plafonds, de la cuisine, de la salle de bain. Donc, c'est les éléments principaux. Donc, tous ces éléments-là, faut qu'ils soient propres. Donc, les murs, si l'appartement, les murs, faut qu'ils soient repeints, tout simplement, ou qu'il y ait de la laine de verre sur la laine de verre sur les murs. Murs, plafonds, etc. Tout ça, faut que ça soit propre. Si ça fait plusieurs années que vous avez rénové votre appartement, faut pas hésiter régulièrement à mettre un coup de propre dans l'appartement, donc à mettre un coup de peinture. Et puis cuisine, salle de bain, c'est toujours des éléments, c'est les éléments auxquels les personnes font le plus attention. Cuisine et salle de bain. Donc cuisine propre, ça s'invente pas. Hein, c'est une cuisine avec un plan de travail qui est pas trop rayé, des éléments qui sont corrects. Salle de bain, pareil, faut pas qu'il y ait des joints jaunes voire noirs. Et voilà, qui reste propre et aussi au goût du jour de manière générale. Après, il y a tout ce qui est, de manière globale, si on prend un peu de recul sur le logement, le fait qu'il soit isolé et aux normes, ça aussi c'est un énorme atout pour avoir un bien de qualité et d'emblée attirer les bons locataires et puis être en mesure d'être exigeant auprès des locataires, puisque nous, de notre côté, on offre un bien de qualité. Le deuxième point, bien sûr, vous en doutez, c'est le logement qui est bien équipé. Donc pareil, je vais pas m'étendre, mais c'est même si c'est un logement qui est loué en nu, aujourd'hui les logements loués en nu, on fait beaucoup de cuisine équipée et puis de douches propres. Hein, donc faut qu'il y ait des rangements, des meubles, que ça soit pratique. Je vous donne un exemple, faut que les tiroirs ils s'ouvrent, ils se ferment correctement. Les placards c'est pareil. Comme je le disais, le plan de travail, il faut qu'il soit propre. S'il y a plein de rayures, si les beignets sur certains côtés, ça va être problématique. Ensuite, le troisième point, c'est un logement propre. À nouveau, on essaye de proposer un logement propre donc aux locataires, donc pas de traces de doigts sur les murs, pas de traces de graisse dans le four, pas de grosses rayures sur certains éléments. Et ça, c'est très important, que le logement soit neuf ou que le logement ait un peu de vécu, hein, c'est pareil. Si le logement a un peu de vécu, pareil, soit on estime que c'est un peu trop vieux et dans ce cas-là, on remet au goût du jour, soit c'est un tout petit peu, on va dire, soit c'est, on va dire, l'ancien locataire qui a un petit peu dégradé, et là, il faut lui demander absolument de remettre comme à l'identique, si c'est pas de l'usure naturelle, et si c'est lui qui a abîmé ou qui a sali, il faut qu'il nettoie, et puis si avant de partir, elle le fait pas, vous prenez sur sa caution, et après, vous faites venir des équipes de ménage pour qu'ils nettoient votre logement. Mais il faut qu'il soit absolument propre. C'est une marque de respect que vous allez pouvoir proposer à votre locataire. Et c'est tout à fait normal en fait quand on rentre dans un logement qui est propre, déjà d'avoir moins envie de le dégrader. Je vous donne un exemple, vous rentrez vous déjeunez dans un endroit où il y a plein de miettes au sol. Instinctivement, quand vous allez manger, vous allez moins faire attention aux miettes que vous allez faire tomber. S'il y a peut-être des miettes sur la table, plutôt que de bien nettoyer la table et de mettre les miettes à la poubelle, vous allez balayer les miettes un peu sur le côté pour que ça tombe par terre en vous disant c'est pas grave, une miette de plus, une miette de moins, ça se remarquera pas. Donc un logement propre, c'est indispensable et il faut être très très minutieux par rapport à ça. Et vous allez voir, ça va être ça va attirer en général un logement propre attire des personnes propres et même des personnes qui seront seront pas forcément propres, elles vont se sentir obligées de le maintenir propre et de toute façon vous pourrez toujours prouver que l'appartement était très propre, donc vous allez pouvoir exiger la même chose de votre futur locataire. Quatrième point, ça va être un logement au prix ou dans la tranche haute, on va dire. Pourquoi ? Parce que à nouveau, si on fait des loyers, déjà, vous n'avez aucun intérêt à faire des loyers en dessous du prix du marché, sauf si justement votre bien est mal équipé et mal rénové. Donc là, à nouveau, c'est un cercle vicieux. Mais si le logement est bien rénové, vous allez vous positionner au prix.
ou dans la tranche haute. Comme ça, à nouveau, vous allez un peu éliminer par le biais de l'argent, malheureusement, les mauvais locataires, donc forcément ceux qui ont moins les moyens, donc peut-être ceux qui seront plus à même de faire des dégradations, parce que forcément, quand on paye un loyer qui est un tout petit peu plus cher que le prix du marché, et ben ça veut dire que déjà que le logement est bon, mais surtout on va voilà, il va y avoir une ségrégation un peu où on va se dire bon bah là je paye un peu plus cher, c'est pas le moment non plus que je perde ma caution euh, ou que voilà que je prenne pas soin de l'appartement. Ensuite, donc à nouveau, on va encore là se concentrer sur soi-même, mais plutôt au niveau de son attitude, parce qu'on va être le reflet à nouveau de ce qu'on exige chez les autres. Donc moi, en tant que bailleur, donc vous, en tant que futur bailleur, je l'espère, qu'est-ce que vous allez pouvoir exiger? Déjà, vous allez faire en sorte de bien cibler le locataire en amont de votre investissement, c'est-à-dire avant même de faire la rénovation, voire avant même de faire l'offre et d'acheter un bien. Vous allez vous dire, bah tiens, ce type de bien, il va être adapté à tel profil. Ce type de bien, ça sera par exemple une colocation pour jeunes travailleurs. Donc un jeune travailleur entre 25 et 30 ans. Donc il aura sa chambre, donc ça va être comme ci, comme ça, et vous allez pouvoir en amont de votre investissement essayer de viser au maximum un locataire cible, ce qui vous permettra d'être beaucoup moins en porte-à-faux quand vous allez vouloir choisir un locataire, et donc ça va vous éviter d'être impayé parce que vous n'allez pas tomber sur quelqu'un qui n'a rien à faire là. Tout simplement, c'est un peu on anticipe au maximum son type de locataire, et plus on a un bien qui est adapté au locataire qu'on vise, moins on a de chances d'être en impayé ou d'être en dégradation tout simplement. Et le deuxième point que j'ai mis, c'est une annonce ferme. Pareil, à nouveau, quand on va mettre son annonce sur Internet pour cibler, pour le mettre en location, et ben on va être ferme dans son annonce et on va dire recherche étudiant. T2 proche université, recherche étudiant ou seulement étudiant accepté, etc. 3 fois le loyer requis, etc. en salaire. Donc à nouveau, on va essayer de ségréguer avant même l'entrée du locataire dans les lieux, que ça soit par sa typologie de bien, par l'annonce, et puis comme je le disais juste avant, la qualité de son bien, pour s'éviter à nouveau les problèmes par la suite. Donc tout ça, c'est une préparation en amont. Ensuite, deuxième point, c'est la patience. On va éviter au maximum, lorsqu'on va mettre un bien en location, de montrer de l'impatience et de montrer qu'on est pressé de louer son bien, parce que le futur locataire va le ressentir, et ça va peut-être ouvrir une porte justement à des personnes qui seront les mauvais profils. Et vous allez prendre forcément, si vous êtes pressé aussi, vous n'allez pas être aussi minutieux dans votre choix de locataire que si vous aviez tout votre temps. Donc parfois, vous allez un peu renier sur vos limites que vous étiez fixées, et c'est ce qui peut laisser la brèche à quelqu'un qui est pas adapté à nouveau, ou qui a pas forcément le bon profil, et qui peut par ailleurs éviter avoir des impayés ou dégrader votre logement. Moi, c'est ce qui m'est arrivé en fait quand j'ai voulu mettre une maison en location, une petite maison en location. On était fin décembre, et en fait avec les fêtes, etc. C'est vrai que c'est une ville, c'est plutôt une ville, une petite ville, on va dire, une moyenne ville. Et donc il y avait pas beaucoup de dossiers sur le coup, surtout que c'était une petite maison, donc c'est des profils, c'est pas non plus le profil, c'est pas non plus le type de bien qui attire tout type de profil. Et donc je me suis un peu lassé avec les semaines en me disant ah mince, je vais devoir régler la mensualité de crédit à ma charge, il faut absolument que je trouve un locataire pour m'éviter de payer en fait. Donc j'avais peur, j'étais impatient, j'avais peur de perdre l'argent, et donc je me suis montré impatient dans le choix du locataire, et paf, ça m'a joué des tours puisque c'est un locataire qui m'a dégradé le logement. Bon, c'était extrêmement un mauvais choix, ça aurait pu mieux se passer, mais c'est pour vous dire que n'hésitez pas à être patient, à perdre un peu de temps, et surtout à ne pas le laisser transparaître quand vous faites les visites, ça c'est très important. Ensuite, on va passer à l'attitude. Donc pareil, l'attitude, elle va être très importante puisqu'on va essayer de refléter ce qu'on souhaite chez les autres. Donc il ne s'agit pas non plus d'être complètement fermé, rigoureux. Voilà, faut se laisser une part de l'attitude où on est un peu cool, etc. Mais voilà, il faut montrer de la rigueur. J'ai mis signer document sur une table, etc. Évidemment, on signe pas son document dans un café, on renvoie pas les documents 3 mois plus tard, on essaye d'être rigoureux quand on demande des choses, etc. Pour pouvoir en retour exiger la même chose de son locataire. Donc on essaye d'avoir une attitude professionnelle, rigoureuse, on renvoie les bons signaux, et nous après on va voir qu'on va essayer de faire la même chose quand on va faire la sélection du locataire, c'est-à-dire on va essayer de d'analyser au mieux le profil de la personne qu'on a en face de nous, mais pour l'instant on travaille sur notre attitude à nous, et notre attitude elle se doit d'être très correcte, très rigoureuse et relativement sérieuse, tout en étant un peu détendue bien sûr.
Le quatrième point, c'est se responsabiliser. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer au mieux, de responsabiliser, le locataire qui va rentrer dans les lieux. Donc c'est-à-dire qu'on va le faire sous différents angles. Déjà, on va le responsabiliser sur les problèmes qui peuvent arriver s'il ne règle pas son loyer en temps et en heure, ou s'il y a des dégradations, ou ou s'il y a des impayés. En lui disant, au bout de 2 semaines, si je n'ai pas reçu le loyer, ça vous encourez, vous allez recevoir une lettre d'huissier, puis ensuite vous allez encourir tel ou tel problème. Ensuite, moi, je vais contacter votre caution, ou la garantie loyer impayé que va devoir prendre le relais, vous allez avoir des problèmes. Donc, essayez de responsabiliser la personne. Surtout si c'est des jeunes, on n'hésite pas à responsabiliser la personne, et encore plus justement sur les points de vigilance du logement. Donc là c'est un peu différent, c'est-à-dire qu'on va, quand on va rentrer dans le logement, sur les points négatifs comme sur les points positifs, on va essayer de responsabiliser la personne. C'est-à-dire qu'on va dire, oui, le logement il est beau, il a du beau parquet par exemple. En revanche, vu que le beau parquet, il y a des interstices qui sont plus gros à certains endroits, la poussière a tendance à s'accumuler. Donc je vous conseille de passer d'insister un petit peu plus avec l'aspirateur sur ce côté-là, pour éviter que la poussière s'accumule, et donc que le logement soit toujours en bon état. Ou par exemple dire la fenêtre par exemple, là quand on l'ouvre et qu'il y a des courants d'air, elle tape contre un mur, elle a tendance à la force que les fenêtres tapent, ça peut faire des trous. Donc on responsabilise le locataire sur les points négatifs du logement, ou sur le logement de manière générale, pour qu'il puisse en prendre soin le mieux possible. Parce que c'est vrai que même quand on est soigneux, parfois on peut ne pas savoir, on vient d'arriver dans des lieux, on fait pas forcément attention. Donc on responsabilise le locataire et on essaye de lui montrer un peu tout la manière dont on fonctionne et fonctionne l'appartement, pour qu'il soit au mieux traité et dont le locataire peut en prendre le mieux le soin, on va dire. Enfin, on termine sur la gestion locative. Donc ça, c'est toute la partie après, filée sur l'année, on va dire la communication générale. Donc on n'hésite pas à être réactif quand il y a quelque chose qui va pas. On essaye aussi de faire des compromis. Si par exemple le locataire justement dit j'ai besoin de faire le ménage derrière les radiateurs, il me manque un plumeau ou je sais pas quoi pour pouvoir être efficace dans mon nettoyage, on n'hésite pas à mettre 10-15 euros dans un truc qui convient. On est réactif, on met un petit peu de sa poche si c'est pour le bien du logement. Et on essaye aussi de comprendre qu'est-ce qui va pas. Donc on est on a une gestion locative très active, surtout au début. On essaye de comprendre. De toute façon, après on le délèguera, mais ça c'est ce qu'il faudra aussi dire à l'agence à laquelle on délèguera. Donc c'est toujours important de le comprendre. Mais en tout cas, la communication, elle va être reine. Et déjà on la garde assez régulière. Et en plus, on essaye de comprendre, on se met à la place, on échange et puis on fait des petits ajustements et puis on se met à la place. On fait des ajustements. Autre point, donc là on passe sur la troisième partie qui est la partie du locataire. Donc seulement après avoir fait tout un effort sur le bien et sur un travail sur soi-même, dans son attitude, dans sa patience, dans le fait de bien cibler en amont son locataire, dans sa gestion, etc. Là on va commencer à faire la partie analyse, où on va se concentrer sur l'autre, puisque nous on a bien filtré en amont. Donc là tout de suite, qu'est-ce qu'on va faire, c'est qu'on va essayer de recueillir le maximum d'informations et voir la cohérence du discours du futur locataire, parce que parfois quelqu'un présente bien, ça peut être le bon locataire de manière générale, mais on va quand même essayer de vérifier une certaine cohérence dans le discours. Donc je vous dis un exemple, par exemple quelqu'un qui travaille à Londres, qui a sa femme à Paris et qui veut venir habiter chez vous à Nantes. Posez-vous des questions. Même si c'est un bon payeur, posez-vous quand même des questions. Faut que le profil de la personne soit cohérent avec le logement, etc. Donc essayez de manière informelle de poser des questions et de voir la cohérence pour filtrer à nouveau une première fois. Ensuite, on va demander alors tout ce qui est documents, on va dire légaux et classiques, je dirais nécessaires à la location du bien. Donc là, pareil, sans rentrer dans le détail, ça va être 3 fois le montant du loyer, un CDI de préférence, parce que forcément, si la personne est en CDD et qu'elle termine dans 6 mois et que elle n'est pas reprise, même si elle a le chômage et qu'elle n'est pas reprise dans un emploi tout de suite, elle va avoir des difficultés à payer le loyer, tout simplement. On peut demander aussi les quittances de loyer de son ancien propriétaire chez qui la personne louait avant. Donc ça peut nous servir si on veut vraiment être sûr, ça peut nous servir. Bon, déjà ça va nous servir à savoir si la personne payait dans son ancien logement, mais aussi ça peut nous servir à avoir un numéro et puis éventuellement si on a des doutes, appeler l'ancien propriétaire et dire voilà, vous aviez monsieur X qui était locataire chez vous, qui est locataire chez vous ou qui était locataire chez vous. Est-ce que vous pouvez me dire si c'était quelqu'un de propre qui payait régulièrement, qui payait bien, qui payait à la bonne date?
Donc voilà, vérifier l'employeur également. Donc on vérifie, donc une fois qu'on a les fiches de paye, on n'hésite pas à vérifier si l'entreprise existe, si le poste qui est mentionné il correspond à ce que l'entreprise fait aussi. Et puis ça nous permet toujours d'avoir un contact en cas déjà s'il y a un problème, et même en amont si on a des doutes. C'est un niveau de curseur qu'on peut pousser. C'est ce que j'ai mis après. C'est le niveau de détail qui peut être poussé dans le sens où plus on a de doutes, plus on, même si le but c'est d'éviter d'avoir trop de doutes et d'y passer trop de temps, de pouvoir se dire tiens j'ai un levier et j'ai un petit doute, je vais appeler l'entreprise, je vais appeler son chef et je vais juste te dire voilà, moi je suis le futur bailleur de monsieur X, est-ce que vous pourriez est-ce que ce monsieur travaille bien dans votre entreprise, ou est-ce que voilà tout se passe bien avec cette personne. Et enfin, la dernière partie, c'est l'attitude générale. Donc, ça revient un peu à la lecture de la cohérence du personnage. Mais là, cette fois-ci, on va un peu s'atteler sur des choses, un peu sur les red flags qu'on va pouvoir détecter au maximum. Donc, les red flags, ça va être quoi? Ça va être sa façon de parler, sa façon de se tenir, sa façon de s'habiller. Est-ce qu'il va être à l'heure au rendez-vous? Est-ce qu'il va renvoyer ses informations en temps et en heure? Donc vous voyez, au début, nous, on travaille sur nous-mêmes, dans le sens où on essaye d'être rigoureux, de renvoyer les bons documents en temps et en heure, mais on attend la même chose ensuite de l'autre personne. Une fois que nous, on sait qu'on est irréprochable, là, on va pouvoir attendre la même chose de l'autre personne. Donc on vérifie tout ça, tous les red flags, donc tous les signaux qui pourraient nous montrer que voilà, même si la personne a un bon salaire, un bon revenu, est-ce que voilà, est-ce qu'elle est à l'heure au rendez-vous, est-ce qu'elle est propre sur elle, est-ce qu'elle s'exprime bien, est-ce que voilà, on contrôle tous ces points-là. Et là, enfin, on arrive donc sur le point un peu plus juridique. Alors, je l'ai appelé juridique, ça aurait pu s'appeler autrement, mais c'est, on va dire, les parties contractuelles qu'il va falloir vérifier, qu'il va falloir pour le coup vérifier et bien ficeler en amont pour s'éviter des problèmes. Donc parmi ces parties contractuelles, il y a forcément le contrat de bail, il y a l'état des lieux d'entrée, l'état des lieux de sortie, et puis après il y a tout ce qui est caution, donc caution au sens général, donc caution physique, garantie loyer impayé qu'on appelle GLI, en fait c'est l'acronyme. Il y a une garantie loyer impayé qui est visale, qui est faite par l'État. Donc voilà, je disais bon état des lieux, garantie dégradation, etc. Donc pour le contrat de bail, les clauses principales, c'est la clause résolutoire. En fait, cette clause, vous irez chercher sur Internet pour avoir plus de détails, mais c'est une clause qui vous permet, en cas de litige, justement, d'être en droit de rompre le contrat si les parties, si les obligations n'ont pas été respectées. Donc là, vous êtes vraiment en droit, c'est noté que le réseau résolutoire, vous pouvez rompre le contrat si les choses n'ont pas été respectées dans le contrat. Et aussi, n'hésitez pas à rajouter dans votre contrat de bail que les frais de recouvrement au locataire, donc quels qu'ils soient, ils seront imputés au locataire. C'est-à-dire si vous avez des problèmes, justement, si vous devez envoyer des courriers recommandés, etc., ça sera toujours aux frais du locataire. Donc vous voyez, un contrat de bail, ça se module aussi un petit peu en fonction de ses envies. Et ça aussi, c'est une garantie de plus de se protéger de manière légale. Donc ça peut être fait via Internet ou via une IA par exemple. Vous pouvez aussi aller voir un notaire, vous pouvez aller voir un avocat. Tout dépend du niveau de détail que vous voulez. En tout cas là, moi je vous ai mis les deux principales choses qu'il faut mettre. C'est pour moi la clause résolutoire, elle est indispensable, et les frais de recouvrement au locataire, ça aussi il faut que ça apparaisse quelque part pour que le contrat de bail il soit solide, quand bien même il serait pris sur Internet. Ensuite les cautions, donc j'en parlais, pareil je vais l'aborder rapidement. Donc il y a la caution physique. La caution physique en fait c'est une personne physique qui va se porter caution pour la personne. Souvent quand c'est des jeunes personnes, ça va être les parents, après ça peut être des amis, etc., des frères, des sœurs. Donc là on s'assure pareil qu'ils ont 3 fois le loyer, qui eux aussi paraissent sérieux. On essaye de faire aussi un petit check de notre côté. Il y a des garanties loyers impayés, donc ça c'est des sociétés en fait d'assurance tout simplement qui prennent un pourcentage du loyer pour en fait vous garantir un loyer payé, et quand bien même ce loyer le locataire ne paierait pas le loyer en temps et en heure, c'est la garantie qui vous paye et qui après va chercher l'argent chez le locataire. Donc vous voyez, c'est intéressant, on perd un petit peu en rentabilité puisque forcément ça coûte un peu, mais ça peut être très intéressant. À bien faire attention quand même quand on prend une garantie loyer impayé, de bien lire le contrat, parce qu'il y a toujours des petites lignes qui disent que le loyer est payé que s'il y a 2 mois d'impayé, ou voilà, faut quand même vérifier le contrat. Pareil, je vais pas m'étendre dessus. La garantie visale, elle est excellente, elle est faite par l'État. Bon, en général, c'est que pour les revenus qui sont plutôt modestes. Donc, c'est un peu à double tranchant dans le sens où ceux qui ont une visale, forcément, c'est des gens qui n'ont pas des gros revenus. Donc, qui dit pas gros revenus, dit pas potentiellement locataire à problème, malheureusement. Mais en même temps, garantie visale, c'est la garantie d'être remboursé et d'avoir aussi une indemnisation sur les meubles, en fait, sur les dégradations du logement. Même pas les meubles forcément, donc même si c'est les murs, etc. Donc c'est pas mal.
Donc voilà, je voulais aborder ces points-là. Et puis on parlait aussi tout à l'heure de l'état des lieux. Donc pareil, on fait un très très bon état des lieux. Donc un bon état des lieux, c'est un état des lieux qui répertorie déjà tout, les meubles, tout, même on essaye de noter le plus de détails possible, le plan de travail, la LED au-dessus du plan de travail, vraiment on note tout. Et à chaque fois qu'on note quelque chose, on marque si on essaie d'écrire au mieux si c'est en très bon état, si c'est en état neuf, très bon état usagé ou très mauvais état. Le but étant jamais d'avoir de choses à proposer en mauvais état. Et au mieux l'accompagner, surtout quand il y a des petits justement quand il y a des petits défauts, quand c'est neuf, donc on peut prendre des photos pour prouver que c'est neuf, mais bon, en général pour prouver que c'est neuf, on a des factures de ces travaux ou de ces meubles. Donc encore une fois, raison pour laquelle il faut pas faire les choses au black et faire des travaux par des vrais artisans, parce qu'on a des vraies garanties et on a des factures. Donc en général quand c'est neuf, on fait pas de photos, on précise que c'est neuf, mais on peut prendre des photos. Mais alors si justement il y a des choses qui sont un tout petit peu usées, mais évidemment qui gênent pas bon fonctionnement du logement, par exemple une petite rayure sur un plan de travail, ben on n'hésite pas à la prendre en photo. Parce qu'en fait ça va nous protéger dans le sens où si la fissure s'agrandit, si la rayure s'agrandit, et ben on pourra dire, vous voyez, c'est pas de l'usure naturelle, vous avez agrandi la rayure. Et souvent s'il n'y a pas de photo, les gens disent bah la rayure était déjà là, donc qu'est-ce qui vous prouve que c'est moi qui ai fait une plus grande rayure? Voire parfois s'il y a déjà des rayures, les gens se disent bah c'est pas grave, il y a déjà des rayures, plus rien à faire, je continue de faire des rayures quand je découpe mes légumes par exemple, je mets pas de planche à découper, ça fait des rayures sur le plan de travail. Et donc s'il y a une photo qui prouve la taille de la rayure, et ben si la rayure s'est agrandie, ça veut dire que ça sera la faute du locataire. Donc c'est une preuve supplémentaire tout simplement. Et donc après voilà, en guise de conclusion, c'est sur cette partie-là, on a autant de garanties qu'on veut, j'ai presque envie de dire. En fait, il existe des garanties dégradation. Enfin, tout ça, c'est moyennant bien sûr un pourcentage de vos loyers ou moyennant finance. Donc on peut se prémunir de plein de choses. L'idée est pas non plus d'avoir, parce qu'on peut faire des états des lieux par des huissiers, on peut faire vraiment tout un tas de choses pour être au maximum carré. Moi, je vous dis, le plus gros de la chose se fait au niveau du bien et au niveau de vous-même et du choix du locataire. Et après tout le reste, toute la partie juridique, on fait ça bien, mais on va pas non plus on essaye de rester raisonnable quand même dans ce qu'il faut faire. Si on a des factures, on les garde, mais on va pas prendre 10 000 garanties non plus, faire des choses par des huissiers, c'est à vous de voir, hein, mais c'est pour montrer que ça existe, mais voilà. Et enfin, quand survient le problème, parce que parfois il peut arriver qu'il y ait des problèmes, ces problèmes ça peut être par exemple des petits retards parce que quelqu'un s'est blessé et donc n'a pas été payé, ou je sais pas, une entreprise qui fait faillite, etc. Une entreprise qui a embauché votre locataire, bah là à ce moment-là, il va falloir essayer quand même, avant de rentrer tout de suite dans la partie juridique, etc. C'est trouver un bon compromis. Un bon compromis vaut mieux toujours qu'un mauvais désaccord. Donc on essaye de comprendre. Et on propose des solutions, quitte à perdre un petit peu. C'est-à-dire, voilà, la personne a, je sais pas, un retard dû à, je ne sais quelle raison. Par exemple, la personne a cassé sa voiture, du coup, elle a dû prendre dans son épargne pour réparer sa voiture, ce qui fait qu'elle a des retards dans le loyer. Vous essayez de comprendre, éventuellement, vous proposez un plan un peu pour rembourser ses dettes. Donc vous dites, voilà, les loyers de 500 euros, vous avez 500 euros de retard, bah vous essayez, en plus du du loyer du mois suivant, de me payer 200 euros de plus pour rembourser le loyer que vous avez en impayé. Voilà, donc voilà, c'est toujours la communication, puis trouver un bon compromis qui va être très important. Et enfin, pour conclure, donc on verra plus tard comment gérer exactement un impayé dans une prochaine vidéo. Et puis voilà, j'aimerais juste terminer sur le fait que ça devient un cercle vertueux de manière générale quand vous respectez un peu toutes les conditions dont on a parlé. Donc c'est-à-dire, si vous avez un bien qui est déjà bien rénové, vous allez vous sentir déjà vous allez vous sentir bien, parce que vous allez vous dire que vous proposez pas un logement qui est mauvais à la location, donc vous allez vous sentir bien dans vos baskets. Du coup, par effet de domino, vous allez attirer un bon locataire. Ce bon locataire, lui, va forcément prendre soin du logement. Vu qu'il va prendre soin du logement, bah, vous allez aussi vous sentir redevable, vous allez bien faire les choses. Et tout ça, c'est un cercle vertueux, dans le sens où, parce qu'il faut aussi voir long terme, si le logement s'il est bien rénové, que vous êtes toujours payé en temps et en heure, et que la personne qui est dedans en prend soin, et ça vous fait moins de réparations, ça vous fait moins de tracas, moins de problèmes, du coup moins d'impayés, c'est-à-dire que vous n'avez pas de tracas, donc vous pouvez continuer d'investir parce que vous pouvez montrer à la banque que ça fonctionne. Donc tout ça, c'est un cercle super vertueux. Parfois même, des locataires peuvent vous
proposer en partant des nouveaux locataires qui sont des amis à eux, des recommandations. Alors, en général, les bons locataires recommandent des bons locataires parce qu'ils ont des bonnes fréquentations. Donc tout ça, c'est un cercle positif, un cercle vertueux. Et donc au début, on a l'impression de perdre un peu de temps, un peu d'argent. On se dit bah voilà, on voit pas un peu le bénéfice de faire tout bien dès le début, mais vous allez voir que c'est un cercle vertueux, tout s'entretient et que ça vaut vraiment le coup de prendre les choses dans l'ordre dans lesquels je vous ai dit et de faire les choses au mieux. Voilà. J'espère que ça vous a plu et puis je vous dis à une prochaine vidéo.